Je pense que lors de la présentation du rapport, la conseillère en charge de cette question est revenue largement sur les sujets et les griefs qui sont portés sur chaque parti politique. Il faut dire que cette évaluation a donné lieu à l'élaboration d'un procès verbal que chaque parti politique a reçu sur les manquements. Vous prenez par exemple l'UFR, l'UFDG, le RPG. L'un des premiers points qu'il leur a demandé, c'est la production des documents financiers de leur parti politique. Ça ne devrait pas donner lieu à un contentieux, puisque ces partis sont censés clôturer un exercice financier, faire des rapports, certifier ces comptes par des cabinets agrémentés et les déposer à l'État. C'est ce qu'on demande à l'État aussi. Quand nous finissons l'exercice budgétaire, nous clôturons. Après, nos comptes sont évalués par la Cour des comptes, déposés, et qui peuvent donner lieu à une autre évaluation par des audits, soit commandités directement par le pouvoir exécutif ou par des institutions financières. Mais on est obligé de faire un rapport d'activité. Et c'est à l'issue de toutes les vérifications possibles qu'on fait une loi de règlement pour dire que l'exercice est clôturé. Donc l'État est soumis à cet exercice-là. Si on demande à un parti de le faire alors que la loi à laquelle ce parti est soumis le prévoit, ça ne devrait pas donner lieu à un contentieux. Ça peut donner lieu à un retard, mais pas à un contentieux. Voilà l'intention de l'État. Le deuxième, c'est les congrès. Ce n'est pas le gouvernement qui a inscrit dans leur statut qu'ils doivent faire des congrès en période. Certains de 5 ans, certains de 7 ans, certains de 2 ans. Pas l'État qui a inscrit ça là-bas. L'État leur dit de se conformer à ce qu'ils ont écrit dans leur propre texte. Et c'est très important ça. Ça ne devrait pas donner lieu à un contentieux, puisque les mécanismes de passage au Congrès, ils les ont prévus. Les règles qu'ils doivent être appliquées pour les congrès, ils les ont prévues eux-mêmes. Ce n'est pas l'État qui les demande. Et on ne demande pas à l'UFR de fonctionner suivant les règles de l'IFDG ou à l'IFDG de fonctionner suivant les statuts du RPG. Chaque parti, ils sont différents dans leur statut. Et on leur demande de se soumettre à ça. Ça ne doit pas donner lieu à un contentieux. En tout cas, c'est ce que nous pensons. C'est pour ça que ces délais sont octroyés pour permettre à chacun de se... Et puis montrer aussi la bonne volonté de l'État, pour dire que ce n'est pas dans la répression qu'on est. On est dans la pédagogie, et c'est très important. Donc nous les invitons à s'acquitter à ça, parce que là, ils ont 90 jours, mais ils avaient déjà eu 90 autres jours qui avaient été octroyés. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Et là, on leur dit encore, revenez, soyez plus coopératifs. Vous avez encore 90 jours. Mais si à l'issue de ça, ils ne le font pas, ben, ils subiront la loi. Il y a sans aucune... Parce qu'on dit à l'opinion que nous sommes attentifs. Mais on ne peut pas être attentif en encourageant n'importe quoi. Et c'est très important que ces partis politiques-là prennent ça. Les griefs sont énormes. Moi, pour ce qui est de l'IFDG que je connais un peu plus, le congrès de l'IFDG, il y en a plusieurs. Quand vous êtes à l'échelon le plus bas, qui est le comité de base, les élections, c'est tous les 2 ans. Quand vous montez un peu plus au niveau des sections, c'est tous les 3 ans. Quand vous allez encore un peu plus au niveau des fédérations, c'est tous les 5 ans. Et c'est ce qui donne lieu au congrès tous les 5 ans. Or, il se trouve que tout ça n'est pas observé depuis 2015. Alors que depuis 2015, ce n'est pas le CNRD. Ça veut dire que depuis 2015, en 2017, on a nos structures de base. 2018 aussi, 2019 aussi, 2020 pour le congrès. Si on ne l'a pas fait, on nous donne le temps de le faire, mais faisons-le. Pourquoi on ne devrait pas pouvoir le faire alors que c'est nous qui avons écrit qu'on doit faire des congrès par période? On aurait pu dire dans nos statuts qu'on ne veut pas de congrès. Si ça a obtenu l'agrément, mais personne n'allait nous demander de faire des congrès. Parce qu'on nous demande de nous conformer. J'ai entendu ou j'ai lu une tribune d'un avocat célèbre que nous avons dans notre pays qui se posait la question sur l'intrusion de l'État dans le fonctionnement des congrès des partis politiques. J'étais étonné. Moi, je vous invite à voir. Il n'y a pas d'espace, même dans les associations comme l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, là, qui est une ONG. Si elle ne fonctionne pas suivant son règlement intérieur et ses statuts, l'État est en droit d'intervenir. C'est ça un agrément. Il n'y a pas une structure qui se forme, même dans les associations religieuses, là. S'ils commencent à faire des prêches qui perturbent les règles de fonctionnement auxquelles ils doivent être soumis, l'État est en droit d'intervenir. On intervient même pour nommer des imams. L'État intervient sur tous les aspects là parce que c'est prévu en amont.
Et donc, que cette interrogation vienne de nos avocats, on peut voir ça comme une manière de s'aimer la confusion, comme si c'était un appui d'autorité que l'État faisait. Voilà. Mais comme c'est des avocats, ils ont le crédit de la bonne compétence. Alors, ça peut aller jusqu'à la dissolution du parti. C'est-à-dire que la dissolution, on va les retirer leur agrément, simplement. Après, ça peut être des associations de fait, mais ils n'auront plus le droit d'agir en tant que parti politique. Parce que c'est tout. Si un club de foot ne respecte pas les règles de la FIFA, on ne l'interdira pas de jouer dans son propre terrain. Mais il pourrait ne plus participer à aucune compétition de la FIFA. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez participer à des élections dans le pays en tant que parti politique, vous vous soumettez aux règles du pays. Sinon, ce n'est pas possible. Donc ça, s'ils ne respectent pas les règles et les exigences de l'administration du territoire, ça peut aller jusqu'à la dissolution. La dissolution, c'est simplement un retrait de leur agrément, c'est tout. À partir de là, on considère qu'une telle formation politique n'existe plus pour l'État. Après, les membres peuvent se réunir, faire autre chose, mais ils ne pourraient plus agir en tant qu'organisation politique. Et ce serait dommage, puisque ce serait une perte pour la Guinée, parce que c'est des formations politiques importantes. Et c'est pour ça qu'un appel est important envers les leaders, en fait, qui sont devenus, au lieu d'être les plus à l'écoute, sont devenus les plus radicaux. Et c'est dommage, parce que lorsque c'est les radicaux qui sont à la tête, après, il n'y a plus d'entente. Sinon, ce serait très bien, parce qu'il y a toujours des passerelles de dialogue entre l'administration du territoire et les partis politiques. Si pour des questions financières ou tout ça, on ne peut pas le faire, il y a toujours des possibilités de venir dialoguer pour essayer de trouver des espaces mieux aménagés pour faire. Ça, c'est mieux que la défiance systématique. D'abord, les engagements du CNRD, personne ne dit qu'ils n'ont pas été respectés. C'est vrai qu'on a un glissement du calendrier, mais qui est inhérent à la volonté du CNRD. Nous, on a accepté de faire ça, mais on n'a fait que rallonger les délais. C'est les mêmes délais qu'on offre aux partis politiques en rallongeant les délais pour se mettre en conformité. Donc, on s'applique les mêmes règles qu'on les a appliquées. Si on avait systématiquement interdit le même jour et infligé une sanction, ça aurait été incompris. Donc, on les donne le temps de faire, donner du temps au CNRD de faire ses engagements. Donc, on est quitte. Alors, ce sont des choix. C'est vrai, on aurait pu, au lendemain du 5 septembre, décider que toutes les organisations sociales, politiques, culturelles du pays sont à plat et qu'il faudrait commencer. Bon, le CNRD a choisi de maintenir les organisations et de faire en sorte de les amener à un meilleur fonctionnement, à un meilleur comportement vis-à-vis des règles que nous voulons construire. Et ça, c'est très important. C'est un choix. La refondation, ce n'est pas faire table rase du passé, c'est d'améliorer le fonctionnement de ce que nous avons. C'est de faire en sorte, sinon, c'est comme l'État, on aurait peut-être remis en cause le principe républicain de la nation, créé, je sais pas moi, des conglomérats de territoires comme ça, dans une fédération autonome, mais on maintient les piliers de ce qui fait notre pays aussi. Donc les partis politiques en font partie. Et c'est très important, les organisations syndicales, les organisations de société civile, on essaye de faire en sorte d'améliorer leur cadre de fonctionnement pour une bonne une stabilité, une paix durable et une participation de tous au développement de ce pays. Voilà ce que nous voulons, c'est d'amener nos concitoyens à changer quelques comportements. Ce n'est pas tout, parce que tout n'est pas négatif. Les partis politiques ne sont pas négatifs. Il ne faut pas croire qu'ils ne font que des choses mauvaises dans ce pays. Non, ils contribuent à beaucoup de choses. Moi-même, j'en suis un acteur de parti politique, donc ils font des bons produits. Mais on ne va pas les jeter pour ça. Par contre, il y a des choses qu'il faut améliorer. Lorsque vous voyez un parti politique depuis 50 ans à la même direction nationale, et c'est les mêmes partis qui, tous les matins, sont en train de demander au changement de ministre, de gouvernement, de président, il y a un problème. Eux-mêmes doivent accepter de changer. Et c'est très important. Dans ces derniers jours, j'ai eu une discussion avec un ami qui me dit pourquoi tel et tel leader ne cède pas. La réponse, il me dit mais non, mais parce qu'ils sont aptes. Mais oui, ils sont aptes. Mais alors,
Obama est apte. Mais ça change. J'ai dit Baouri, par exemple, il était apte quand il a cédé le parti et la place à Odoyen Bamamadou, mais c'est parce qu'en ce moment-là, il a estimé qu'il y avait des paramètres qui étaient mieux pour le développement du parti que Bamamadou portait que lui. Bamamadou est arrivé dans notre parti, il estime à un moment donné, ce n'est pas parce qu'il était inapte, non. Donc il y a des exemples ici dans ce pays. Il faut faire en sorte que... Et puis le fait de céder une place ne vous met pas en dehors de la politique. Surtout dans un pays où on est en train d'adopter dans notre projet de pré-constitution, là, on est en train de promouvoir les candidatures indépendantes. Ça veut dire que même si tu n'es pas à la tête d'un parti politique, si tu as encore le public et tout ça, tu peux concourir parce que les candidatures indépendantes sont en tout cas dans le projet de constitution inscrit. Donc c'est quelque chose d'important. Si tu disais que tu ne pouvais pas être candidat si ce principe exigeait que ce soit les partis qui présentent, tu allais dire, ouais, si je ne suis pas là, je suis exclu. Mais même si tu n'es pas à la tête d'un parti, tu peux être candidat. C'est quand même quelque chose d'important et qui devrait rassurer pour encourager ces changements au lieu que ce soit de la rigidité. Franchement, il y a des partis, quand vous regardez la direction nationale, vous allez croire que c'est les compagnons de l'indépendance qui sont encore assis. C'est gênant. Non. Non, je ne serai pas candidat et je l'avais déjà dit. Ni indépendant, ni par un parti politique. Moi, mon candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Et là-dessus, nous, on est clair. Hein. J'espère qu'il entendra la voix que nous sommes en train de porter et que le président Il a dit qu'il n'est pas candidat. Nous espérons qu'il va nous entendre et qu'il va porter cet espoir de beaucoup de nos concitoyens. Et c'est important. Nous travaillons pour ça et nous espérons qu'il est fier du résultat que nous donnons au pays et que c'est nous qui l'avons mis devant pour ces résultats obtenus et qu'il est fier aussi et qu'il écoute ce qui sort de l'opinion publique guinéenne où la grande majorité des Guinéens sont quand même très contents des actions de la refondation depuis le 5 septembre. Je pense qu'il entendra cette voix-là aussi, même s'il y a quelques voix dissonantes, ce qui est tout à fait normal, mais j'espère que le chef de l'État entendra notre voix et qu'il va porter les couleurs de cette prochaine campagne. Bon, alors, est-ce que je suis inquiet? Non. Non, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à l'IFDG. Même si j'étais débouté de la justice, ça ne m'inquiète pas. Ce ne serait pas une fin en soi. Ce serait le début d'une chose. C'est le président Sarkozy qui disait que c'est dans l'épreuve qu'on se construit. Souvent dans l'échec. Ce n'est pas souvent dans les victoires qu'on bâtit quelque chose de solide. Il faut considérer cette parole. Non, moi cela ne m'inquiète pas. Par contre, cette situation m'inquiète pour le parti. L'UFDG, c'est une construction collégiale. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Depuis les fondations, c'est une construction collégiale. C'est pour ça que nous sommes organisés de façon à ce que le pouvoir est donné aux structures, aux instances et pas aux hommes. Nous avons enlevé toutes les possibilités au président de l'UFDG de nommer des gens. Par exemple, dans le parti, le président peut nommer 5 personnes qui sont dans son cabinet, dans le trésorier, le secrétaire général, son directeur de cabinet, je crois que son directeur de la communication, en tout cas 5 personnes qu'il peut nommer. En dehors de ça, il ne peut nommer personne à l'UFDG. C'est ça nos textes. Parce qu'au départ, rappelez-vous, il y avait le Premier ministre Baouri, il y avait Badiko, il y avait So, Alpha. Il y avait donc des grandes personnalités à la création. Personne ne voulait se faire dévorer par l'autre. Ils ont donc pensé à des structures où ce sont les instances qui ont le pouvoir, y compris de désignation. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Chaque jour, vous voyez un acte du président de l'UFDG disant « j'ai nommé tel à tel endroit ». Ça, c'est très important. Le rapport qu'on a avec les textes que nous gouvernons préfigure aussi notre attitude quand on est dans notre responsabilité. Et c'est très dangereux. Ensuite, il y a des mécanismes de résolution des crises en interne. Lorsqu'ils ne sont pas activés, lorsqu'ils ne sont pas mis au fonctionnement, à ce moment-là, le parti s'expose à l'intrusion de la justice. C'est ce que nous visons. Et ça, ce n'est à l'avantage de personne.
il y a encore la possibilité de faire machine arrière, c'est-à-dire que la direction nationale de l'UFDG prend sa responsabilité. La direction nationale de l'UFDG, c'est 350 membres. Alors, dans cette direction nationale, on a enlevé 40 personnes qui exécutent les décisions de la direction nationale. C'est ce qu'on appelle le conseil politique. Le conseil politique ne peut même pas convoquer un congrès. Le congrès de l'UFDG est convoqué par sa direction nationale aux 2/3, dans une assemblée plénière avec un procès verbal. Mais c'est un vice-président qui envoie un communiqué, j'ai convoqué le congrès au 19. Il y a un problème de compréhension des textes qui gouvernent le parti et de mise en exécution. Les 350 membres-là, même pas le quorum ne s'est réuni depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème de dysfonctionnement interne. Est-ce que cette gouvernance peut continuer? Voilà ce qui nous révolte en tant que responsables et membres du parti, parce que nous voulons donner une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, et c'est très important. C'est pour ça que nous sommes fondés de croire que nous pouvons faire mieux que ce qui gouverne aujourd'hui cette institution. La deuxième question, c'était? Oui, alors, que ce soit Ibrahim ou d'autres personnes, les discours de plus en plus violents sont souvent administrés à longueur de journée, non pas contre tel ou tel individu, mais c'est souvent pour essayer de mettre le discrédit sur le pays. Moi, j'ai écouté ce passage de notre frère là, sur France 24. Mais je croyais qu'il parlait de notre pays. C'est à la fin, comme j'ai vu qu'il parlait de la Guinée, je me suis dit, tiens, parce que tellement les propos, on aurait dit qu'on était en état de siège quotidien ici. Personne ne peut dire que le président n'est pas beau et on le décapite le soir. Personne ne peut dire que le travail du gouvernement est mauvais et que le soir il se trouve en prison. Mais ce n'est pas la Guinée là. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, il est important de faire en sorte que chacun comprenne qu'avec les mots simples, on peut détruire une nation. Et que la nation, c'est ce qu'on a en commun et que chacun doit veiller à ça. Dans cette période où on essaie de repositionner notre pays et de remettre dans toute sa dimension le débat, le dialogue apaisé, il faut que chacun fasse attention, qu'il soit intellectuel, activiste, homme politique. Chacun doit faire attention aux propos qu'il tient parce que cela peut détruire une nation en construction. Et nous les invitons à cela. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent se taire. Lorsqu'ils estiment que la critique est nécessaire, elle doit se dire. Mais la critique, c'est une chose. Le discrédit et la diffamation sont une autre. Nous devons faire la part des choses et c'est à ça que nous invitons nos collègues et nos concitoyens. On a toute dernière question. Monsieur le ministre, je reviens encore, notamment sur la question concernant le PG. On sait que vous êtes au niveau de la justice avec ce parti, et donc son prochain congrès qui était programmé pour le mois d'avril ne peut pas se tenir, en attendant que voilà, ce nommé soit chef de l'ordre de la justice. Et on sait que le parti a donc 45 jours pour organiser le congrès et il ne peut pas le faire en attendant. Et est-ce que si ce deadline expire et que l'UFDG n'a pas réussi à organiser son congrès, est-ce qu'il y aura un traitement différent? Non, il n'y aura aucun traitement différent. Ils assumeront la responsabilité de ce qui adviendra à l'UFDG. Ce qui est clair, ils ont des solutions. Ils ont des solutions. Reconnaître la forfaiture. Et c'est tout. Et on se retrouve autour de la table pour parler du congrès, en toute responsabilité. Sinon, la justice tranchera. J'ai entendu quelqu'un dire, mais si la justice te ramène, on va t'exclure encore. Oui, mais ça demande une procédure. Cette exclusion va encore prendre du temps parce qu'il faut un congrès pour exclure quelqu'un. L'UFDG est organisé de façon à ce que personne ne peut exclure quelqu'un. Pour l'exclure, on peut faire une suspension temporaire d'un militant. Cette suspension temporaire peut aller jusqu'à 2 ans. Et ça, c'est pris par la direction nationale. Donc, les 350 se réunissent au minimum aux 2/3 et adoptent une résolution qui entraîne la suspension de la personne. Ou, et c'est ça qui peut le priver de responsabilité, mais l'exclusion est du domaine exclusif du Congrès. Donc, s'ils veulent m'exclure encore de nouveau, ben on ira au Congrès. Il faudra aller au Congrès, dans tous les cas. Et comme ils savent ça, le plus simple,
qu'ils acceptent de se regarder en face et de dire que oui, on a abusé de notre autorité à un moment donné et qu'on devrait dire sur la bonne raison. On se retrouve, on parle. Moi, je n'ai pas demandé autre chose, j'ai dit allons à la compétition. Je n'ai pas dit lève-toi, je m'asseye, je dis allons à la compétition. Ça ne devrait pas, pour quelqu'un qui est populaire dans l'imaginaire de tout le monde, ça ne devrait pas souffrir. J'ai entendu même qu'il peut être candidat depuis l'étranger, et alors qu'il soit candidat depuis l'étranger, mais on va voter. Allons voter. Le problème, c'est ça, la réalité. S'il sait qu'il peut être candidat depuis l'étranger, moi, je peux faire le déplacement pour faire le débat avec lui là-bas, si lui ne peut pas venir. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je peux aller là où il est, si lui ne peut pas venir. Parce que tout ça, c'est sous l'arbitrage de la direction nationale. Donc, on accepte de se conformer aux règles. Mais s'il s'entêtait, le parti doit subir ce que tous les autres partis subissent. Il n'y aura aucun traitement différentiel. C'est très important. Et si ça conduit à la dissolution du parti, les responsables actuels seront condamnés par l'histoire. Parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui au nom de l'UFDG, c'est des gens qu'on a accueillis en provenant du PIP. Personne ne les a fait le procès de ce qu'ils ont fait au PIP, on les a accueillis librement. Ils ont le droit de laisser ce parti en héritage, pas de concourir à sa destruction. Parce qu'ils l'ont reçu comme ça. Et c'est très important.